jamais reculer. Nationalistes, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple. Le Congo a besoin de ses fils, le Congo a besoin de ces hommes faits pour relever les défis de la République démocratique du Congo, un grand pays que l'humanité est en train d'envier. Aujourd'hui, le 17 mars 2023, en République démocratique du Congo, on se rappelle également de cette journée historique en République démocratique du Congo. Trop de questions, trop de débats par rapport à l'entrée de l'AFDEL. Il y a ceux qui pensent que c'était une libération, également les autres qui pensent que c'était plutôt le début de l'occupation pour que le Congo soit vraiment infiltré. On en parle sur ce plateau avec les têtes bien faites de mon pays aux besoins de l'histoire parce que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Déjà sur ce plateau, je suis avec les deux invités qui sont déjà là, mais les deux autres vont s'ajouter. Il y aura le professeur Ngambi, lui qui est du Palou, parti d'Antoine Gizenga également. Il y aura monsieur Papilo Kaka, lui qui est du PPRD, déjà les deux qui sont ici avec moi. Je suis avec le professeur Omeunga, il est professeur à l'université de Kinshasa, personnalité politique, ancien secrétaire général de PRP, parti cher de Laurent Désiré Kabila. C'était un ancien secrétaire. Aujourd'hui, il est personnalité politique et puis membre de l'Union Sacrée. Professeur Omeunga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin, et que je suis très content pour la présentation. Et effectivement, je pense que le débat sera objectif et que nous... L'échange, plutôt. L'échange sera objectif et que nous pensons que on va essayer d'édifier les spectateurs qui nous suivent pour certaines choses, parfois, que les gens ignorent. Ok. De l'autre côté, je déjà ici avec monsieur Ebeli Popo, lui qui est le message, bon, l'envoyé de Kimba, j'aimerais bien le dire comme ça. Il fut également conseiller économique au collège économique et reconstruction sous Laurent Désiré Kabila. Vous êtes également DG de BRTV. Monsieur Ebeli Popo, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Le micro. Merci de m'avoir invité. Voilà, on va parler avec vous, ce sujet important, le 17 mars, c'était le début de l'occupation ou c'était réellement la libération de la République démocratique du Congo. Mais avant cela, je préfère commencer avec le professeur Omeunga. Professeur Omeunga, depuis 1960, pensez-vous d'abord que le Congo est un pays souverain? Oui, mais je pense que c'est un débat ancien et un débat moderne parce que, en tant que citoyen de ce pays et fils de ce pays, des pères et de mères, je pense que le Congo est souverain. Depuis son indépendance en 1960, il est souverain et maintenant il a des attributs qui caractérisent la souveraineté d'un État. Il a sa constitution, il a sa monnaie, il a d'autres emblèmes de souveraineté. Je pense que maintenant, si on entre dans les débats de certaines techniques, c'est à ce moment qu'on pourrait dire autre chose. Mais pour l'instant, le Congo est un État indépendant parce qu'il a un cadre juridique, il a des attributs qui caractérisent la souveraineté d'un État. Sur le plan juridique, oui. Est-ce sur le plan spirituel, c'est aussi un pays souverain? Spirituel. Est-ce la RDC a sa spiritualité aussi? Parce que c'est important. Nous parlons de ces jours vraiment importants de la nation. La libération devait être également dans plusieurs formes. Les hommes comme Laurent Désiré Kabila, ils ne viennent pas dans chaque saison. Hein. Il faut également voir ça dans plusieurs dimensions. Et sur le plan spirituel aussi, on est souverain. Je ne sais pas ce débat sur le plan spiritualité, mais moi, je suis internationaliste. Je pense que depuis 1960, ce pays a été indépendant, il est souverain.
et que je sais que sur le plan juridique, il est souveraineté, mais si on entre dans d'autres faits, il y a toujours des éléments qui influencent cette souveraineté, mais sinon on est souverain parce que la souveraineté, c'est ce qu'on se sent indépendant et surtout, il n'y a pas une autorité à la tête d'un État. C'est-à-dire que nous prenons des décisions comme nous voulons et que surtout, nous signons des accords internationaux comme nous voulons, à égal, et c'est des principes. Mais si on entre dans d'autres réalités, des théories, des réalismes, on voit que parfois, dans les faits, il y a certains éléments qui influent cette souveraineté, mais sinon, dans le principe et sur le plan juridique, notre constitution est là et que nous engageons là où nous voulons, nous coopérons avec un État que nous voulons, à une égalité en égalité. Donc je pense que je ne sais pas si on peut amener un débat sur ça. Mais spiritualité, je pense que je ne sais pas. Quelque chose de la spiritualité, est-ce que vous voulez parler, parce que le débat, je vais peut-être revenir sur ce que vous avez dit, peut-être ce n'est pas le... Nous allons revenir, est-ce que c'est une occupation, une libération, c'est un autre débat. Merci. Alors, monsieur Ebeli Popo, la même question à vous. Est-ce le Congo, c'est un pays souverain? Je ne pense pas que la RDC est un pays souverain. Pourquoi j'ai dit ça? Je serai plus dans la langue nationale, parce que on m'a fait remarquer par les Bena-Congo, les Bana-Congo, que je suis en train de défendre une cause juste, l'abandon de la culturation, l'abandon de l'endoctrinement. Donc, il faut que je parle plus dans notre langue. Parce que si vous allez aujourd'hui en Chine, Xi Jinping parle anglais, mais jamais vous l'entendrez parler anglais dans des réunions. Poutine parle plusieurs langues. Poutine, c'est un agent de KGB qui a monté des échelons, mais jamais dans des réunions, il vous parlera de langues étrangères. C'est ce que nous voulons. Depuis le 6 avril, je crois qu'on doit aujourd'hui s'imposer. Je suis en train d'apprendre d'autres langues parce que nos langues, il y en a 3. Le Swahili, c'est aussi une langue de colonisation. On va en parler. Donc, je disais que le Congo, la RDC n'est pas souveraine. Pourquoi? Parce que on nous a imposé l'indépendance à leur façon. D'ailleurs, c'était à contre-cœur que la Belgique nous a donné cette indépendance le 30 juin 1960. Et Kimbangu avait prédit cela. Kimbangu avait dit, vous allez accéder à... Pour que ces gens-là partent, ils vont vous accorder l'indépendance, soi-disant politique. Mais vous allez rester dans le joug colonial. Parce que ils vont préparer nos propres enfants, que Kimbang appelle les Mindele Ndombe, pour nous dominer pour les comptes des colons. Et depuis 60, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Le professeur a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il dit sur le plan juridique, n'est-ce pas, nous sommes souverains. Parce que nous signons les accords. Égal à égal, on a les attributs. Oui, soi-disant égal à égal, moi j'ajoute. Aujourd'hui, nos présidents africains, d'une manière générale, sont totalement sous l'emprise de, comment dire, de la vision de l'Afrique des Occidentaux. Donc, ils ne peuvent pas prendre de grandes décisions sans consulter. Ou bien alors, si ce n'est pas par les canaux de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire, c'est par les canaux de représentation diplomatique de ces pays ici chez nous.
Ça, nulle personne avertie ne l'ignore. Donc, Kimbangu a dit, nous, particulièrement les Congos en Afrique, nous allons avoir 2 fois l'indépendance. Parce que ça partira d'ici, l'indépendance mentale, l'indépendance spirituelle, qui aura des répercussions sur le développement économique. Là, vous et moi, on est en train de parler dans quel patois? Français. Nous réfléchissons. Le professeur, c'est un grand professeur scientifique que je connais, mais il a fait sûrement sa thèse dans quelle langue? Et tous nos professeurs ont fait leur thèse dans quelle langue? Donc, c'est ce qui nous bloque, cette acculturation, cet endoctrinement. Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, même si vous posez la question aux grands juristes qui ont élaboré cette constitution dont le prof est en train d'en parler ici, cette constitution qui vient du Rwanda, pendant que les gens étaient à Sand City, cette constitution que je suis en train de combattre. Je crois que vous connaissez ma position là-dessus. Donc, tous ces professeurs juristes ont comme source de droit, si ce n'est pas les droits germaniques, c'est les droits canons. Hein, si ce n'est pas la lecture de Divergé, c'est la lecture d'un autre grand professeur français ou allemand, ainsi de suite. Donc, c'est cette souveraineté-là, un peu douteuse, qui aujourd'hui anime notre pays. Merci. Voilà. Alors, professeur Meunga, avant de toucher vraiment notre sujet, il y a des questions quand même de préalable à poser, des bases par rapport à cette émission, parce qu'on nous suit partout dans le monde. Est-ce nos scientifiques congolais, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'ils agissent librement par rapport à notre culture ou et monnaie leur intelligence au service des plus offrants? Non, mais tu sais que tout travail intellectuel est payant. C'est ce qu'on nous dit, on y dit. Tout travail intellectuel est payant. Et on nous a donné des bourses, on a fait des études. C'est pour d'abord aider le pays et aussi c'est valorisé par rapport, comme on dit, l'intelligence. Alors, dire que le professeur n'agissent qu'en fonction de la culture occidentale, c'est peut-être tout un débat. Et je vois même dans nos réseaux sociaux, à la Poukine, il y a tout un débat pour ça. Non. Moi, j'ai terminé à Paris. J'ai fait la Sorbonne, Paris 1. Je suis revenu au pays pour contribuer et j'étais engagé à l'université de Kinshasa où je donne mes enseignements. Quand on donne des enseignements, on contribue ici à la gestion gouvernementale, c'est-à-dire qu'on fait la politique. On ne dit pas que parce qu'on a terminé à Paris, qu'on doit nécessairement dire ce que les Français, comme j'ai terminé à Paris, le fait chez lui, il faut le faire ici. Non, on ne nous enseigne pas comme ça là-bas. Moi, j'étais ici jusqu'à la licence à Lubumbashi, où j'ai parlé les Swahili, j'ai parlé lingala, j'ai parlé les Français. Après, je suis parti à Paris. On parle les Français, mais ça ne m'a pas empêché de parler les lingala à Paris. Ou en revenant ici, et les cours que je donne pas tout simplement, je donne l'histoire diplomatique. Okay. Un exemple. Je rappelle que vous êtes un ancien chef du département. Oui, tout à fait. J'ai fait 6 ans au département des relations internationales. Okay. Je donne le cours de l'histoire diplomatique. Je dois montrer comment cet instrument de la politique étrangère a commencé depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. J'ai dû quand même expliquer comment, dans les anciens empires, royaumes, comment nous vivions sur le plan des relations entre les gens et entre les communautés. Je ne cache pas ça, parce que j'ai étudié en Occident. Non, c'est ça peut-être la malinterprétation. Ce qu'on peut dire, ce que je peux comprendre, qu'est-ce que vous cachez dans votre chose, c'est-à-dire que le professeur, est-ce qu'en apprenant en Occident, est-ce qu'il contribue à la gestion de manière rationnelle et de manière peut-être pour développer leur pays? Je parle
professeur en Afrique et ici, par exemple, au Congo. Donc là, ça dépend de système dans lequel on entre. Parce que moi, je donne un exemple. Je peux être conseiller dans un ministère. Je donne ce que je dis par rapport à ce que nous sommes en Afrique, parce que l'hospitalité africaine, on ne l'oublie pas. Mais il faut voir si cette hospitalité africaine, comme l'a dit le Kibangus, les gens qui sont battus, les linguistes, comment ils vivaient, on ne nie pas ça. Et il y a même ce que nous avons ce qu'on appelle le coût des relations culturelles. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on ne peut pas nier la culture d'un pays sur le plan diplomatique. Parce que c'est aussi un élément important du respect entre les deux États ou les deux chefs d'État. Donc moi je pense que cette conception de dire que parce qu'on a étudié en Afrique, en Europe, et qu'on revient ici, on a oublié totalement la culture africaine. Moi, je ne suis pas d'accord. Effectivement, il y a nos amis qui disent, bon, bah voilà, qui disent que voilà, actuellement, il faut que nous essayions d'oublier ce que vous avez étudié en Occident, et puis maintenant, entrer dans nos réalités africaines. Mais c'est les principes généraux des sciences sont adaptés aux réalités de n'importe quel pays. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il y a des principes universellement acceptés scientifiques. Ce n'est pas seulement au Congo. Okay. Et qu'en venant au Congo, il faut aussi peut-être les adapter avec les réalités congolaises. Et je donne un exemple. Je donne le cours de géopolitique et de géostratégie. Okay. Dans les cours de géostratégie, on étudie la culture stratégique de chaque État ou la pensée stratégique de chaque État. Mais il faut aussi dire aux étudiants comment nos ancêtres, dans l'époque, se battaient. Okay. Comment ils se battaient. Comment ils faisaient leur stratégie. Parce que la stratégie ne commence pas seulement avec les Mundélés. Dans nos anciens, quand ils se battaient avec des boucliers, avec des flèches, ils savaient comment qu'il faut attaquer l'ennemi, même dans les montagnes, et comment, à quelle heure et de quelle manière. Ça, c'est dans l'ancien, dans les antiquités. Donc, on les adapte maintenant avec l'évolution, parce qu'il ne faut pas dire qu'actuellement, il faut toujours revenir ce que nos ancêtres vivaient, mais il faut les adapter, il ne faut pas faire perdre ça, mais il faut aussi voir par l'évolution quand même du système du monde, comment ça évolue. Donc il y a certaines réalités géopolitiques qui ont quand même évolué, qu'il ne faut pas rester, parce que nous faisons aussi dans les techniques de technologie, qu'il faut s'adapter à tout ça. Merci. Monsieur Belipofo, est-ce l'élite trahi 1960 jusqu'à aujourd'hui? Sentez-vous l'apport de l'élite congolaise? L'élite congolaise a effectivement trahi son pays. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand on dit être indépendant, c'est au fait la première des choses, c'est sur le plan mental. Si au niveau mental, on n'arrive pas à se débarrasser de certains, ce que j'appelle carcans, légués par les colons, on reste embrigadé. Okay. Totalement. Et ça, c'est le problème de l'élite africaine d'une manière générale. Et Congo en particulier. L'élite congolaise a, sous les colons, a cherché à devenir évolué. Okay. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les Basenzi, et de l'autre les évolués. Eux, ils se disaient civilisés déjà, parce que ils mangeaient à table avec des couverts, Kanya, Lutumbeli. Donc c'est cette élite-là qui, déjà en 60, donc quelques années avant 60, faisait déjà les distinguos et mettait cette barrière entre les Basenzi, donc les gens de la cité, et eux qui devaient accéder à Kalina. C'est cette élite-là qui a acheté même des cartes, pour entrer à Kalina, aujourd'hui Gombe. Et les autres étaient dans les maisons de l'ONEL, OAC, Fonds d'avance et consorts.
avec les toilettes turques et consorts. Donc, l'élite, et quand vous regardez très bien, les gens qui ont déclenché les combats pour qu'on accède très rapidement à l'indépendance, c'était des supporters. Des supporters. Des équipes de foot. C'était pas vraiment l'élite. Bon, je ne peux pas classer non plus les gens comme les Kasavubu, les Lumumba, les Mpoyo et les autres comme dans la catégorie de l'élite. Parce que si nous parlons élite aujourd'hui, ce sont des professeurs comme Omeonga qui a fait les universités. Il parle de Sorbonne. Moi, je connais Sorbonne. J'ai fait mes études à l'université de Paris 8, Vincennes, jusqu'au niveau de maîtrise. Et je n'ai pas voulu aller plus loin. J'ai pas voulu aller plus loin parce que en moi, c'était l'idée, j'étais révolutionnaire dans ma tête déjà. Je me disais, je suis en train d'apprendre dans quelle langue, je suis en train d'apprendre quel principe. Et c'était ça. J'ai dit, j'enlève ces complexes-là, j'ai ma licence, j'ai ma maîtrise, je rentre. Hein? Donc c'est bon, je ne fais pas le DA, je ne fais pas le DS, et qu'on sort, je rentre. Et c'était pour me débarrasser un peu de cette histoire. Donc l'élite, à l'époque, au fait, il ne faut pas confondre l'élite et les évolués de l'époque. Parce que les évolués de l'époque, ce sont les gens qui, les soirs, quittaient la cité, achetaient des cartes pour aller manger dans les restos où il y a des blancs. Et c'était un succès. Pour eux, c'était un succès. C'est cette élite-là qui est restée, pour relayer, comment dire, relayer la culture, la pensée de l'homme blanc. La culture. Le grand problème, c'est la culture. La culture européenne. Ils ont très bien relayé ça. Costume, cravate. Parce que quand vous regardez très bien, dans beaucoup d'invitations actuellement, quand vous regardez, tenue de la ville. Tenue de ville. Pour rencontrer un ministre, il faut tenir ceci. Donc, c'est mental. C'est l'endoctrinement, c'est la culturation. Donc, on se débarrasse difficilement de cela. Donc, il faut toute une démarche. Il faut toute une démarche pour que les gens arrivent à comprendre que nous, ce que nous faisons, on n'est pas des Bassenzi. Prendre par exemple les Lumba, faire purger un enfant le matin, c'est pas ça féticheté. Okay. Donc au fait c'est ça. Donc l'élite a trahi. Ok, l'élite a trahi parce que n'oubliez pas, aujourd'hui c'est le 17 mai. C'est bien écrit, édition spéciale sur l'entrée de l'AFDEL. C'était une occupation où c'était réellement la libération de la RDC. Mais avant d'arriver à cela, parce que les gens qui ont mené ces combats, ils semblent être les leaders, les têtes bien faites de la République, pour donner à la nation une politique, un État, un pays capable. On parle d'abord de cet homme-là, monsieur Omeonga, professeur Omeonga. Quelle est la qualité de l'homme que vous mettez à la place publique? Parce que chaque année, vous vous délivrez quand même de diplôme. Aujourd'hui, vous pouvez être fier comme professeur que les gens que vous bombardez dans le marché public, c'est des hommes capables, des capitaux humains nécessaires à relever les défis de la RDC. Oui, merci beaucoup, mais je voulais juste ajouter quelque chose. Pas de problème. Vous savez, les Chinois, tout le monde admire et apprécie les Chinois. Le pays chinois, la Chine se développe, c'est un pays émergent, mais qui émerge, tout le monde accepte. Je vois à la télé, tout le monde félicite les Chinois, l'exemple des Chinois, l'exemple des Chinois. Mais les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Les Chinois, c'est un pays qui est ancré dans leur culture. Okay. Mais entre-temps, le Chinois, il vit aussi de l'apport de l'étranger. Ok. Oui, dans leur culture de combat, dans leur façon de voir les choses, ils envoient leurs enfants dans toutes les universités du monde pour adopter des techniques étrangères, mais quand ils reviennent dans leur pays, ils mélangent avec ce qu'ils ont comme culture. Okay. Et ils font des symbioses et ils émergent. Il y a aussi les problèmes, parce qu'il a parlé par exemple de l'échec de l'élite, bon, ça c'est normal, c'est son avis, mais
il faut voir aussi ce que nous appelons, parce que c'est tout un débat, ça c'était aussi, il y a les chocs de civilisation. C'est-à-dire que actuellement, on ne peut plus aller au Maroc et s'imposer au Maroc par rapport à leur culture. Mais les Marocains aussi ne peuvent pas s'imposer à notre culture. Ce qu'on fait, que tu es partout au Maroc, vous revenez et vous voyez ce que vous vivez chez vous pour au moins essayer de s'adapter ça à votre manière de vivre. Donc, l'élite, comme vous dites, ça fait un échec. Bon, et ça, c'est un débat très long qu'on ne pourrait pas terminer tout de suite là. Et vous revenez sur l'histoire qui demande beaucoup de facteurs qui interviennent à la formation d'un enfant, de quelqu'un qu'on forme. Parce que l'université, c'est un complément à l'éducation. Okay. Et l'éducation, ça commence par les bas âges. Il y a la famille, il y a l'école primaire, il y a l'école secondaire et l'université. Si un enfant qui parle très mal à l'université, on n'apprend pas les français, on n'apprend pas les lingala, on n'apprend pas l'espagnol à l'université. Ça vient d'un processus. Et ça, c'est un ensemble du système de l'éducation qu'il faut arranger. Parce que là, vous voulez responsabiliser. Et la question que vous me demandez, vous dites même le terme qui est un peu, qui n'est pas propre. Vous bombardons. On ne bombarde pas les licenciés ici dans ce pays. On ne bombarde pas. Ça dit que, effectivement, nous avons beaucoup de problèmes qui regardent la gestion du système éducatif. Et ça ne vient pas de professeur Omeunga ou de mes collègues. C'est tout un ensemble du système de la gestion gouvernementale du pays qu'il faut revenir. Si vous me demandez, comment, parce que je pourrais revenir à vous demander la question, comment le gouvernement gère le système éducatif, c'est-à-dire que la responsabilité de l'autorité, les gens, les tutelles, les gens, le gouvernement, les ministres, comment ils gèrent, parce que moi je suis comme un instrument qui forme. Et cet instrument, il faut bien le manipuler, il faut bien l'arranger, il faut bien le nourrir, il faut bien le manipuler, il faut bien les garder, le former. Un professeur qui vit dans des conditions misérables, pas misérables, c'est-à-dire qu'on vit, mais des conditions qu'il fallait par rapport à d'autres amis, d'autres ministres en Afrique centrale, mener un peu des études pour voir la barème salariale des études, des professeurs d'université. Tout ne faut pas quand même vous rendre compte. Mais ce qui est important, l'université, ce que nous produisons ici, c'est des bons produits parce qu'il y a la concurrence et nos enfants ont toujours été de bon côté. Et quand nous formons des étudiants ici, moi, on a formé des docteurs. Et ces docteurs, vous les avez reçus ici dans les plateaux et ils font quand même des analyses approfondies et de qualité. Vous voyez ça? Donc, il ne faut pas aussi se sous-estimer en disant que non, comment vous bombardez et qu'est-ce qu'on en fait de ces... Non, c'est maintenant la gestion gouvernementale de gérer ces études, les gens que nous formons et surtout essayer de prévoir certaines réformes sur le système éducatif. Est-ce qu'il faut-il maintenant, comme ailleurs, faut-il maintenant, ça c'est la gestion, c'est pas le professeur Omeunga, mais si on me demande, je peux quand même les donner. C'est-à-dire qu'il y a les réformes qu'il faut voir. Est-ce qu'il faut-il maintenant former les étudiants en fonction des besoins nationaux, c'est-à-dire professionnalisation des étudiants? Est-ce qu'il faut-il leur donner maintenant, quand quelqu'un termine pour qu'il ne soit pas au chômage pendant 20 ans, 10 ans, faut-il lui donner les crédits partenariat pour qu'il essaie de se former, par exemple, une petite entreprise ou un PMI? Est-ce qu'il faut-il, maintenant, après les études, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le monsieur ne perd pas ce qu'il a étudié à l'université? C'est autant de problèmes qu'il faut résoudre. Autant de questions très questionnantes. Monsieur Popo, vous êtes un responsable, vous êtes chef d'entreprise. Mais cette question, plaisant d'or, quel type d'homme que le Congo a besoin maintenant? Ça, c'est une question très, 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 très importante. Et c'est là où j'ai rejoint le professeur parce que c'est, au fait, c'est la suite de la question que vous lui avez posée. L'homme congolais, aujourd'hui, doit prendre conscience. Il doit prendre conscience de sa responsabilité, pas seulement en ce qui concerne le développement de l'Afrique, mais aussi l'épanouissement de l'écosystème pour le monde. Si vous prenez la carte du monde, vous allez voir que
au-dessus du Congo, quelque part vers les Gabon, Cameroun, la désertification commence jusqu'au Maroc. Vous regardez au sud, à partir de l'Angola, quelque part, quand vous atteignez la Namibie, la désertification commence jusqu'au niveau du Cape Town. Là où il y a la verdure, c'est nous, c'est chez nous. La vraie verdure, c'est chez nous. C'est toute une responsabilité. C'est toute une responsabilité. Donc, l'homme Congo devait commencer à réfléchir à partir de là pour dire que la faune, flore et consort est chez moi. Et ce moi qui est le poumon même de l'écosystème au niveau mondial. J'ai essayé de suivre un peu Madame Bazaïba, Eve Bazaï. Eve, et le VPM Lutundula. Et ça fait plus ou moins 1 année, 2 ans que je sens que à travers ces 2 personnalités, dans leurs interventions sur le plan international, la voix du Congo commence aujourd'hui à se faire sentir. L'homme Congo doit être conscient de sa responsabilité, pas seulement sur le plan local, mais également sur le plan international. C'est là où nous disons ceci. L'homme vit grâce à sa culture. Dit-on, la vraie modernité s'inspire de la tradition. Il faut que nous puissions rentrer à la case départ. Nous devons rentrer et essayer de nous relancer. Essayez de nous relancer. Ça peut aller très vite. Parce que, je vous donne un exemple. Il y a à peine quelques années, les téléphones à Kinshasa, c'était le système Bell. Et pour se connecter, ça demandait des câbles. N'est-ce pas? Il n'y en avait que 5 dans la ville de Kinshasa. Il n'y en avait pas beaucoup. Et les gens faisaient parfois la queue pour téléphoner. D'un coup, le GSM arrive. Nous nous sommes adaptés au système sans fil. Alors, certaines personnes me posent la question, ils me disent, mais pourquoi vous utilisez le téléphone? Ceux qui ne le savent pas. Non, téléphone sans fil, c'est Sapson qui l'a inventé. C'est un noir. Vous savez que le téléphone est Mutumundele, Mutasaliam. Donc, Mutumoindo, ayeba que azali responsable, il y a dégâts ou il y a survie à Mokili. L'Occident n'a fait que détruire. C'est-à-dire industrialisation, industrialisation, industrialisation. Sans faire attention aux dégâts que cela allait causer. Bazuba fossiles, ils ont mis dans les véhicules, ils ont pris les fossiles, ils ont mis dans les avions. Il y a des millions d'avions qui détruisent l'écosystème. Ça, c'est et c'est la civilisation. Mais qui est en train aujourd'hui de contrebalancer? C'est nous. Est-ce que nous sommes conscients que c'est nous qui arrivons à contrebalancer aujourd'hui en termes d'oxygène et carbone? Moni et le professeur Lobaki tout à l'heure, il a parlé de la souveraineté. J'ai dit non, on n'est pas souverain. Parce que si on était fort sur le plan armement, qu'on avait utilisé notre uranium, n'est-ce pas, pour fabriquer les bombes atomiques comme la Corée est en train de le faire. Donc, il a imposé na mokili les loyo. Taux ou tarif, il y a oxygène autour bimisa. Mais nous y allons la tête baissée.
Toujours, mais j'attends Bazaïba, à lobby, je crois que c'était... Bazaïba, ministre de l'Environnement. L'environnement, quand elle était VPM. Donc, j'ai suivi. Mais j'ai dit, la pauvre, si, en parlant comme ça, les Américains, les Français, les Allemands, les Belges savaient que, na niveau ya Katanga, surtout ça, bêta atomique, nabiso, parce que tout ça na uranium, les propos de Bazaïba allaient être interprétés autrement. C'est ça la responsabilité que nous cherchons. Donc, nous devons savoir utiliser ce que la nature nous a donné, Monsieur Kassongo. La nature nous a donné notre uranium. 2 secondes. Notre uranium. Est-ce que nous savons utiliser notre uranium? Aujourd'hui, nous allons dans les conventions. Le professeur l'a dit, nous signons les conventions. On a mes consciences. Mais en contrepartie, nous avons quoi? Je vous donne un exemple. Ça fait 1 année, je suis sur les dossiers cannabis. Nous avons signé cette convention à Vienne en 1961. La ratification a pris 10 ans. C'est en 1971-71 pour les Français que nous avons ratifié. Et c'est en 2018 qu'il y a une loi. La loi est sortie. Les mesures d'application, c'est à peine l'année passée que l'ancien ministre Mbungani a commencé, Eteni a tenté, avec certaines, mais ça n'a pas bien marché. Il a fallu modifier et compléter pour les cannabis à des fins médicales, scientifiques et pharmaceutiques. Ça a pris tout ce temps. Dans l'entretemps, vous ne voyez que les coltans et l'or qui sortent de l'Ouganda et du Rwanda. Les Rwandais réalisent pas moins de 59 milliards de dollars chaque année avec notre cannabis qui est de très bonne qualité. Est-ce que nous sommes réellement responsables? Voilà la question. Je vais revenir. Mais juste une seconde, parce que c'est important. Donc, non, vous m'avez demandé justement pour donner une idée. Là, il faut faire la nuance entre la souveraineté et la responsabilité d'un État. Oui, c'est ce que je voulais dire. Là, je suis d'accord. Donc, il faut faire la nuance entre un État souverain et un État responsable, c'est-à-dire, comme il dit, vous voyez ce qu'il venait de développer là. Est-ce que le responsable et les professeurs et les hommes politiques et tout, est-ce que nous sommes responsables pour gérer bien ce que la souveraineté a comme... Alors, vous gardez la parole, vous gardez la parole, le professeur Omeonga. Dans 15 minutes, après 15 minutes, on va prendre le sujet principal de l'émission. Mais cette question, j'aimerais quand même vous la poser directement en vous regardant dans les yeux. Est-ce que les présidents africains sont des marionnettes des Occidentaux? Bon, c'est une question importante. Marionnettes, maintenant, c'est qu'on vient de dire. Parce que il y a le problème de, comme prenons un exemple, je donne, il y a des gens comme des Lumumba, des Kibangu, les gens comme des Musée Laurent Kabila, les gens qu'on voyait que dans la culture, Sékou Touré, ils sont très nombreux. Ils aimaient leur pays. Parce qu'ils étaient aimés aussi par le peuple de leur pays aussi. Donc, mais actuellement, les choses ont tellement évolué parce que souvent, les gens se voient légitimés par l'extérieur. Ok. Quand on se voit légitimé par l'extérieur, c'est-à-dire il faut faire ce qu'ils veulent. Mais c'est pourquoi, pour répondre à votre question, si les présidents africains sont des marionnettes, le terme est très peu fort, mais parce que ce sont des présidents des États qui sont juridiquement africains, je le dis bien, parce qu'ils ont leur constitution. Et même Mundele, il sait très bien que ces gens, ils ont, soi-disant, ils ont une constitution. Mais maintenant, le problème, ça revient, comme il vient de dire, c'est la responsabilité de ces dirigeants africains de voir s'ils sont marionnettes ou pas et comment ils capitalisent et les potentialités économiques, culturelles de leur pays. Là, c'est notre débat. Mais dire que, bon, ils sont marionnettes, maintenant, ça dépend de chacun. Quand Lumumba dit que les autres ont refusé de prendre de l'argent pour amener au Congo. Il dit non, je veux quand même vivre de ce que nous avons comme richesse dans notre pays. Laurent Désiré Kabila, pour être plus récent,
Il lui a dit non, je ne peux rien engager. Il parlait de FMI. Il parlait de Banque mondiale. Il a fait 1 an, 2 ans. Il n'a jamais pris l'argent de la Banque mondiale. Il a géré les 2 ans qu'il était vivant avec ce que le pays produise. Même si c'était le système un peu, la manière de gérer, c'était autrement chose. Mais on voit avec ce que nous produisions, les cuivres et tout ça, il a pu payer les soldats et les autres à $100. Donc maintenant, lui, il a été abattu aussi parce qu'il ne voulait pas être, comme il dit le terme marionnette, des blancs ou des colons, des choses comme ça. Donc, dire que est-ce qu'ils sont marionnettes, je ne peux pas vous dire autrement, mais je pense que ça relève de leur responsabilité. Est-ce qu'ils sont responsables de leur pays? Est-ce qu'ils sont là pour au moins capitaliser tout ce que leur pays les possède? Ou c'est autre débat? Alors, poser la question autrement peut-être. Est-ce qu'ils sont responsables? C'est autre chose. Je me dis marionnette, ça pose un petit problème de sémantique. Laissez-moi poser cette question d'une autre manière. Monsieur Ebeli Popo, est-ce les présidents africains vivent-ils dans une prison à ciel ouvert dans leur propre pays? Ils sont dans une prison à ciel ouvert. Le président africain, la plupart, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, cherchent leur légitimité à l'extérieur, malheureusement. Et ça, on a vu dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, le Mali est en train de se démarquer. Le Burkina Faso est en train de se démarquer également. Vous avez suivi un débat et ça ne pardonne pas. Moi, ça m'a rappelé un peu l'entretien, non, les échanges qui a eu lieu. Moi, je crois que j'étais étudiant encore. Les échanges qui a eu lieu entre Mitterrand et Sankara. C'est la même situation que nous avons vécue au palais du peuple. Okay. Au palais de la nation. C'est la même situation où, en termes clairs, je crois que Ndekwassali Paris, où on dit allez ça et fourchette. Donc Sankara avait fait bouffer la fourchette à Mitterrand. Et Mitterrand l'a regardé, il dit s'il ne le fait pas à cet âge, il le fera quand? Et Mitterrand était parmi les gens qui ont éliminé Sankara. Donc, on a vu l'échange entre le président Macron et le président Tshisekedi. C'était des échanges assez chauds, je dis même chauds, et la dame qui a fait la modération, je l'ai vu en train de regarder les deux présidents qui, au fond, se chamaillaient. C'était plus la diplomatie. Donc, ils se sont attaqués et l'un s'est défendu. Et voilà ce que nous, on veut. C'est-à-dire, il ne faut pas que face à ton peuple qui te suit, qui vous suit, qu'on sente comme si l'autre a une emprise sur vous. Et ça, on avait beaucoup aimé. Parce que comment ça a commencé? Ça a commencé par un de vos consoeurs qui a posé une question et qui dit un mot. Bon, on a étudié chez eux dans leur langue. Je vous ai toujours dit, ils ne vont jamais maîtriser notre langue. Mais nous maîtrisons la leur. La dame parle de l'histoire des compromis à l'africaine. Et vous avez senti comment le président Tshisekedi a réagi. Parce que le même propos sortait de la bouche d'un ministre. D'un ministre, je crois qu'il doit être ministre des Affaires étrangères aussi, de l'autre côté. Je n'ai pas besoin de le citer. Donc, c'est ce que le peuple veut. Il faut sortir de cette emprise, de ces paternalismes. Okay. Donc, il faut sortir de là. Il faut gérer son pays comme on le veut. Nous, on n'a pas besoin... Kassongo, on n'a pas besoin du Fonds monétaire de la Banque mondiale. Regardez, on promet $1 milliard, on retire $1 milliard à 6 mois, je crois, des élections. Ça, c'est quoi? Ça, c'est chercher à faire quoi? Attiser le feu. Est-ce que nous, on a besoin de la Banque mondiale et du Fonds monétaire? Non. La Banque mondiale et le Fonds monétaire, mis en place dans ces années-là que vous connaissez, dans cet environnement-là, à l'époque, c'était pour soutenir l'économie américaine. Tout simplement.
Ok. Aujourd'hui, les mondes économiques se dédollarisent. Ça se dédollarise. Là, beaucoup de pays sont en train de signer avec BRICS pour que chaque pays maintenant fasse les transactions commerciales dans leur propre monnaie. Quel travail nous faisons ici chez nous aujourd'hui par rapport à cela? Quel travail? 19 pays ont déposé leur entrée dans le système BRICS. 16 pays, d'une manière informelle, sont en train, je suis face à un professeur de relations internationales. Cette histoire-là, ça se prépare. Il ne faut pas attendre à la dernière minute, c'est pourquoi il parle de la responsabilité. Il ne faut pas attendre à la dernière minute pour commencer à se précipiter, comme on avait fait l'histoire de zone de terrain commun là. Vous voyez la sortie du fleuve Congo sur l'océan Atlantique. Il y a les territoires qui reviennent au Congo sur un nombre de kilomètres dans l'océan, qui aujourd'hui est totalement exploité par l'Angola. Et quand on a demandé au Congo de présenter la situation, sa plainte, vous savez, c'est parti. Heureusement que nous avons l'Internet. C'est parti le dernier, donc c'était le dernier jour. Et grâce à un citoyen congolais, Mbouyou, c'est l'État. À la dernière minute, on a commencé à pomper ça pour que ça tombe sur la table de l'ONU. Mais aujourd'hui, personne ne suit. Et on est en train d'exploiter 480 000 barils jour par des multinationales. Donc ça, c'est de l'irresponsabilité. Vous comprenez cela? Donc je me dis, aujourd'hui, l'Afrique est en train de se réveiller à travers certains présidents. Mais les Songi, les Songers sont là. Qui sont encore dans dans l'emprise des Occidentaux. J'aimerais bien emprunter votre mot au professeur Omeonga. Comment sortir de cette emprise des Occidentaux au moment où l'Afrique a autant de potentialités, mais on est incapable de les transformer ici. On a toujours besoin d'eux avec l'air machine, et puis c'est eux qui fixent les prix. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de contourner cette voie? Oui, il y a toujours moyen, mais vous avez toujours le problème des responsabilités, de la gestion. Je vous donne l'exemple des musées étaient ici, bien que la gestion n'était pas prévue orthodoxe, mais dans le sens de la structuration. Mais c'est question de mental, de dire que non, je ne peux pas aller loin, je peux quand même produire ce que je peux faire et distribuer tout ce que le pays produit. Il l'a fait 2 ans, il n'a pas allé à la Banque mondiale. Vous voyez ça? Donc, mais quand même, le pays était un peu géré, les gens vivaient, et on sait très bien pourquoi il a été beaucoup pleuré. Mais alors, je vais revenir sur l'histoire de ce que vous demandez. Est-ce que... Vous voyez, par exemple, le problème de l'environnement, disons que le Congo, c'est un pays solution. Oui. Nous sommes 3 au monde. Alors maintenant, comment... Excusez-moi, professeur. 3 au monde. Voilà. La donc RDC, l'Indonésie, voilà. Le Brésil. Est-ce que comment les 3 pays, c'est des responsables, comment les 3 pays pourraient s'organiser pour, comme je dis, contrecarrer ou comment récupérer et contre-valeur de ce que nous avons comme environnement? C'est ça, ça demande aussi maintenant la responsabilité des États, des responsabilités des gens qui gèrent les États. Les décideurs nous suivent. Hein, oui, parce que on pourrait, on verra ça, comment on pourrait profiter de la biodiversité des RDC, des Indonésie et des choses comme ça. Est-ce qu'il y a moyen de faire, entre les 3, faire peut-être un carter pour dire, bon voilà, nous organisons comme l'OPEP pour faire ça, parce que les pays de l'OPEP aussi, ils ont fait ça, ils ont quand même essayé de se sont imposés dans leur prix et comment récupérer aussi leurs droits. Mais ici, on ne transforme rien et c'est les autres qui produisent des produits et c'est lui qui transforme. Il vous donne ce qu'il peut vous donner. Vous voyez ça? Donc, moi, je pense que c'est toujours vient de la responsabilité et surtout de la gestion des potentialités que nous avons. Vous voyez, par exemple, tout le monde dit comment la RDC ne peut pas être un pays quand même fort par rapport à l'Afrique centrale et par rapport, peut-être, nous allons parler par rapport à ce que nous vivons. Comment ça, avec tout ce que nous avons comme déterminant géopolitique, on ne peut pas jouer avec la RDC. Vous voyez ça?
Donc, ça pose toujours le problème de gestion gouvernementale. Et deuxième chose, vous avez, il a parlé de... Ça, c'était important. Vous avez vu comment sortir de ça. C'est aussi la mentalité. Vous avez donné quand même... Tout le monde a donné raison au président Tshisekedi quand il a répondu à Macron comme s'il n'y avait pas de complexe. Il n'y avait pas de complexe parce que le monsieur qui l'a invité, il a manqué le tact diplomatique. On vous invite dans un pays et vous commencez déjà à attaquer publiquement. Même les Français, ils l'ont condamné. Et que le président, il a vu que non, ce n'est pas possible. Vous venez chez moi, vous êtes en Afrique. Et il lui a répondu et tout le monde a applaudi pour le président Tshisekedi. C'est ça la mentalité qu'il faut changer. Ça peut toujours être changé. Mais le problème sur le plan économique, c'est que comment on peut produire alors qu'il n'y a rien de machines à produire ici. Est-ce que vous voyez par exemple, si pour produire seulement, évacuer des produits, les maniocs, des zones rurales où ça pourrisse pour revenir les vendre ici, ça pose un problème parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Mais on va demander le farine ailleurs. Vous voyez ça? Donc, c'est question des responsabilités de la gestion gouvernementale. Et ça demande, l'apport de technique, l'apport de l'intelligence. Et je pense que si Mundele trouve, par exemple, trouve que non, il y a quelqu'un qui a trouvé les produits contre le sida. On va chercher ces messieurs pour savoir comment lui il a trouvé. Et parfois, on l'achète et il accepte d'être acheté parce qu'il trouve que là où il était, il n'a pas d'environnement propre où il pourrait produire. Est-ce que ce n'est pas un problème de manque de la considération? Parce que moi, je pense qu'ici au Congo, il y a quand même des gens capables, les gens qui inventent, qui créent. Semble être absent, on n'a pas une politique de suivi pour... c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Il y a eu des gens, j'ai vu des jeunes gens ici qui fabriquent des hélicoptères en bois. Ils fabriquent des hélicoptères en bois. Ils fabriquent des hélicoptères en bois. Ils fabriquent même des bennes là, en bois. C'est l'intelligence. Lui, un enfant né ici, qui regarde un peu, il se donne l'idée de faire non, je mets le bois ici, je mets la planche ici, je mets la planche ici, il commence à faire lui-même et ça marche. Mais on n'a jamais fait attention à ça. Il n'y a même pas le conseil d'orientation aujourd'hui. Alors, nous devons prendre le grand sujet de cette émission tout simplement pour vous dire, chers internautes et chers Congolais qui est en train de nous suivre partout dans le monde. Je voulais ajouter juste 5 secondes. Juste 5 secondes. Vous savez, ça m'écoeure, ça me fait mal quand nous allons chercher les goudrons à l'extérieur pour arranger nos trous. Nous avons les calcaires. Nous avons Mavuma. Mavuma, c'est le sable asphaltique ici dans les Congo central. Sur des centaines de kilomètres, profondeur plus de 15 kilomètres. C'est-à-dire on n'a pas besoin, c'est du macadam naturel. On n'a pas besoin d'aller chercher des tonneaux de goudron, venir faire des routes ici, 2-3 jours après, l'eau vient, ça balaye. Nous avons les calcaires, M. Kassongo. Nous avons les... C'est-à-dire, vous quittez Matadi pour arriver à Kinshasa, calcaire jusqu'à Kassangulu. Calcaire, qu'on peut utiliser pour faire nos routes. On a des sables, 17 sables spéciaux, partant de la pointe de banane. Sables spéciaux. Okay. Il y a même des sables avec lesquels on peut faire le fibre optique. On peut faire les câbles de fibre optique. Donc on a ça. Mais la responsabilité, vous savez que nous avons du marbre naturel dans les méandres là pour arriver à Matadi. Marbre naturel. Mais nous allons acheter de marbre en Turquie et en Chine, là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas. Et c'est synthétique ce qu'on achète en Chine. Ce n'est pas naturel. Donc, c'est un problème de responsabilité et de la gestion de la République. Acceptez de nous enfermer pendant 1 année, 2 ans, et on va sortir ce qu'on va sortir. Merci, monsieur Ebeli. Derrière cette politique, il y a des intérêts cachés. Oui. Parce qu'il y a des commissions, il y a les frais de... Oui. Il y a des commissions. Oui. Bah, merci, monsieur Ebeli, pour que je précise que vous êtes le messager de ancien conseiller économique au collège. Pendant 1 année, oui. Voilà, sous Laurent Désiré Kabila et puis professeur Omeunga, ancien secrétaire général du PRP
de Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, il est membre de l'Union Sacrée, professeur à l'Université de Kinshasa, personnalité politique. Je rentre du côté de la réalisation. On va prendre un élément de Laurent Désiré Kabila, comme ça nous allons revenir pour parler de ces sujets importants. L'entrée de l'AFDEL, est-ce c'était pour la libération ou c'était le début de l'occupation pour que le Congo soit réellement infiltré? Prenons d'abord l'élément. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Je jure fidélité à la nation. Voilà, des retours sur ce plateau, vous venez de suivre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, qui est déjà mort, notre héros. On en parle en République démocratique du Congo selon plusieurs, c'est un héros, et les autres qui pensent aussi qu'il ne mérite pas d'être appelé héros. On en parle sur ce plateau avec l'ancien secrétaire général de son parti politique, mais aujourd'hui, il est de l'Union Sacrée, membre de l'Union Sacrée, professeur à l'UNIKI, et puis une personnalité politique, mais au besoin de l'histoire. Voilà pourquoi on vous a appelé. La première question directe: qui était d'abord Laurent Désiré Kabila, l'homme? C'est une histoire, moi je ne suis pas historien, mais de toute façon, tout le monde sait très bien que c'était un révolutionnaire, et c'est à 19 ans, et il a été opté pour adopter l'idéologie et était partisan du parti Séméry Lumumba, et il a dit à sa maman qu'il voudrait être un jour, Kalumba a été tué par l'impérialisme, et qu'il voulait un jour être comme Lumumba. Il l'a fait, il était dans les maquis plusieurs décennies, plusieurs années, et qu'il a combattu depuis très longtemps jusqu'au 17 mai pour au moins libérer le peuple congolais qui était sous la dictature. En principe, en gros, à subsistance, c'est ça. Donc, Laurent Désiré Kabila, c'est un des révolutionnaires, un patriote congolais qui a dû vraiment depuis très longtemps se battre pour au moins libérer. Je parle de libérer. Vous avez parlé de l'occupation. Ça m'a fait très mal quand tu parles de l'occupation, parce que l'occupation, sémantiquement, c'est une autre... Une question. Oui, une question, mais je ne vois pas un Congolais qui a vu Laurent Désiré Kabila entrer ici dans ce pays, qui a vécu 32 ans de la dictature, et que, quelles que soient les alliances circonstancielles, et ça, c'est scientifique, toute rébellion peut avoir une aide extérieure, mais je ne vois pas un Congolais, patriote congolais, qui peut parler que l'arrivée du Laurent Désiré Kabila ici, c'est une occupation. Même le président actuel ne peut pas le dire, parce que lors de sa investiture, il a parlé de ne jamais trahir ce Congo. Et cette formule-là, ça vient de Laurent Désiré Kabila. Quand le président Tshisekedi, lors de son investiture, il parle de ne jamais trahir le Congo, ça suppose que l'homme qu'il a vu, Laurent Désiré Kabila, mérite le respect. Il a laissé ses empreintes. Il a laissé ses empreintes. Et aujourd'hui, je pense que nous allons en parler. Et si je me fais sur l'Union Sacrée, c'est par rapport à certains actes. Merci, on va revenir. Mais parler de l'occupation, c'est une insulte et personne ne peut accepter. On va y arriver. Je peux mener, malheureusement, peut-être, je ne sais pas, mon combat collibateur, entre la libération et l'occupation. Je voudrais avoir quelqu'un devant moi pour qu'on s'échange. On va en parler. Et l'occupation. On va en parler. Calmez-vous, nous avons suffisamment de temps pour aider la République. Alors, la première question, quelle différence faites-vous de Laurent Désiré
Kabila Makiza, parce que je précise ici que vous étiez un ancien conseiller économique au Collège économique et reconstruction de Laurent Désiré Kabila. Quelle différence faites-vous entre l'homme qui a lutté pendant l'époque de Mobutu et la personne qui a pris les engagements avec les autres pour venir libérer les Congos? Ce sont deux personnages totalement différents. Moi, j'ai fait mes études universitaires dans une université socialiste. Paris 8, c'était l'influence de l'URSS à l'époque, avec M. Desmichel, qui était grand constitutionnaliste, et sa femme. Et l'université était présidée par Mme Desmichel. Ce sont deux constitutionnalistes et M. Dagory, qui est parmi les grands constitutionnalistes français. Et j'ai eu le cours de sciences politiques avec Jean-Pierre Cotte. Donc, au fait, c'était des révolutionnaires dans le capitalisme français qui ont constitué l'Université de Paris 8. Je suis un révolutionnaire. Je fais partie de l'UNES, l'Union nationale des étudiants zaïrois, qui combattait, qui était l'appendice de l'UDPS en Europe, surtout en France. Nous, on a reçu des matraques de CRS quand Mobutu rentrait et que son ami Chirac favorisait l'entrée. Ce sont deux personnages totalement différents. Et j'ai retenu un mot de la bouche du professeur qui risque d'influencer mon intervention. Au fait, Kabila en tant que maquisard, c'était un homme droit, je dis bien. Donnez-moi la photo, d'autres photos de Laurent Désiré Kabila. Oui, c'était un homme droit, quelqu'un qui était un idéaliste, qui visait, au fait, qui ne cherchait pas à devenir président, mais il voulait combattre le système et impérialiste. Pourquoi? Parce que Mobutu était l'homme des Occidentaux. Américains, Français, Belges. Mobutu est allé partout. Mobutu, c'est le premier président de l'Afrique noire à participer à des rencontres de la Ligue arabe. Mobutu avait l'URSS entre ses mains. Mobutu, au fait, c'était l'homme à tout faire. Et Kabila combattait Mobutu parce que Mobutu était, comment dire, le pont de l'impérialisme en Afrique. Et vous savez ce que Mobutu a fait. Donc, avec l'Angola, avec les doubles jeux, avec les Sud-Africains qui combattaient l'apartheid, le double G avec Marien Ngouabi, qui, lui, était plus du côté communiste. Vous connaissez le jeu. Donc, il vient avec l'authenticité, il essaye de prôner l'authenticité, retour et recours, et puis il quitte, et puis il a fait tout ce qu'il a fait. Et c'est ce qui incitait Kabila à combattre le régime Mobutu. Parce que pour lui, il combattait l'impérialisme. Il s'est fait malheureusement. Il s'est fait malheureusement que les gars, quand Mobutu était fatigué, malade et lâché, vous connaissez l'histoire de Richardson, lâché par ses parrains, ils ont dit, bon, on doit trouver quelqu'un. Et l'homme qu'ils ont choisi, c'était Kabila, malheureusement. Ils ont pris Kabila. Et Kabila ne s'était pas préparé pour occuper les postes au sommet de l'État. Kabila a fait, je crois, moins de 8 mois pour arriver à Kinshasa. Avec les Kadogo qui n'ont même pas tiré un seul coup. Ils arrivent, ils prennent le pouvoir. Et dans quel contexte? Avec le Rwanda, avec l'Ouganda, Burundi, avec toute la mafia multinationale, tous ces prédateurs. Et au fait, c'est ça la mort de la RDC.
Ça a commencé par là. C'est la mort, la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui vient de là. Donc c'est ces deuxièmes personnages-là avec lesquels nous avons essayé de travailler. Les jours où le président Kabila a demandé à Aubert Kizito, je crois, Mukendi, de constituer les collèges des économistes, on est venu chercher Mambulu Makudi Ansiala, le défunt, paix à son âme, comme coordonnateur de ces collèges, comme on les appelle les conseillers principaux aujourd'hui. Ces jours-là, Kabila avait vraiment signé sa mort. Et parce qu'ils se sont dit, mais comment il peut constituer une équipe des économistes venant tous de la Banque centrale? Ils nous ont pris, il y avait moi et Béli Popo, il y avait Ngonga Vincent, il y avait Lingosa, il y avait Madame Lebug, Fikir aujourd'hui qui est premier vice-gouverneur de la Banque centrale. On a constitué cette équipe costaud. C'est-à-dire chacun dans sa spécialisation à la Banque centrale pour constituer ses collèges économiques et reconstruction autour du président. Le premier dossier que nous avons traité, c'était les dossiers 482 millions de dollars perdus entre Gécamine, Bruxelles et Kinshasa. Ces dossiers-là. Okay. Donc, pour vous dire que l'homme avait une idée, mais alors, embrigadé par les impérialistes qui l'ont eu, quelque part, à partir de Lubumbashi, où il y a eu des signatures de certains contrats alors qu'il n'était pas encore président de la République. Merci. Alors, monsieur Omeonga, est-ce Laurent Désiré Kabila libre dans sa lutte? Non, mais c'est que, effectivement... Monsieur Bélipo. Monsieur Bien, je n'ai pas compris, parce que peut-être il a mélangé beaucoup de choses, parce que vous avez demandé si c'était une libération, occupation, ou comment les deux personnages, je n'ai pas compris bien ce qu'il voulait expliquer. Je posais la question de faire la différence entre Kabila Macky-Sall et Kabila... Oui, il a dit quelqu'un qui avait des idées, effectivement, socialistes, mais en arrivant peut-être ici au Congo, il avait amené toute la mafia, ce conglomérat d'aventure. Non, il a vu la mafia et que c'est là qu'il a détruit le Congo. Malheureusement, il n'a pas pu expliquer un peu plus de comment il a détruit le Congo et comment il veut la mafia. Ce que j'ai compris vers la fin, il a parlé tout simplement que bon, il a signé des contrats, effectivement, tout le monde dit, en arrivant à Lubumbashi avec les Américains, tout ça comme ça, avant qu'il soit président. Je ne sais pas si c'est ça qu'il voulait montrer, que c'est à ce moment qu'il a détruit le Congo. Est-ce que Kabila a été pris au piège des autres? Il n'agissait pas seul. D'abord, la première chose que je voulais qu'on éclaircisse, c'est le débat. Est-ce que l'arrivée de Kabila en RDC au Congo, c'était un avantage ou un désavantage? Je ne sais pas, j'allais lui demander ça si c'était un désavantage. Le Kabila qui était... le Kabila qui était Macky-Sall, qui avait des idées, qui a combattu depuis longtemps la dictature, et que son entrée qui était populaire, il a dit lui-même qu'il a fait au moins pas même de 3, 4, 5 mois de Goma jusqu'ici, il est arrivé. Ça suppose à ma tête qu'il n'y avait pas de résistance parce que tout le monde était acquis à la cause. Ça, c'est la première chose. Ça, pour finir, tout le monde était acquis à la cause, ça dit qu'il n'y avait pas de gens, même les militaires n'ont pas voulu combattre parce que tout le monde était à la cause et tout le monde était gêné de la dictature de 32 ans. Alors, maintenant, j'ai dit même ici avant, dire que les 2 ans qu'il a géré, je crois qu'il a fait 2 ans, et qu'on a vu, quand il a été tué, s'il y avait des déjavants, parce qu'il n'a pas laissé une dette à la banque ou des choses comme ça, le FMI, tout ça, il n'a rien fait. Alors je voulais savoir à quel moment il a détruit le pays. C'est ça que ma question qui me répond. Parce que là, pour que j'aimerais qu'il vous aide alors, j'aimerais qu'il vous aide. Non, pas m'aider, mais dire à quand Kabila a détruit les pays. Le terme qu'il a utilisé, c'est le moment qu'il a détruit les pays, avant que je lui donne ma version des faits. Est-ce que je peux
que reprochez-vous directement à Oui, voilà, exactement. Au fait, je ne peux pas faire de reproches à un président de la République. Ok. Surtout que, bon, il n'est plus avec nous. Je ne fais pas de reproches. Mais en tant qu'observateur et analyste tant politique et économique, accepter d'être conduit à la tête d'un pays aussi géostratégique comme la RDC par un petit pays comme le Rwanda et l'Ouganda, alors que Mobutu était déjà fatigué, alors que, comme le professeur venait de le dire, c'était tout Congolais avait déjà adhéré à cette venue de Kabila, c'était une erreur monumentale. On arrive dans la capitale, le fait de nommer un chef d'état-major général de nos forces armées, un étranger, le fait de nommer un ministre des Affaires étrangères étranger qui avait déjà commencé à détruire des documents au secrétariat général des Affaires étrangères, ça c'était une erreur monumentale. Quand il a pris le pouvoir, il est président de la République. Il a prêté serment dans un stade pas très rempli. À ce moment-là, il avait la légitimité et l'impérium. Il avait la légitimité et l'impérium. Donc, il pouvait dire, les gars, on est en politique. Vous m'avez amené, je suis arrivé. Mais je ne peux pas mettre à la tête des forces armées de mon pays un étranger. Je ne peux pas mettre aux affaires étrangères un étranger. Je ne peux pas faire ça. S'il y avait un contrat, exécutons-les partiellement, parce que là maintenant, je suis au sommet de l'État et j'engage l'avenir de tout un pays. Aujourd'hui, c'est que nous vivons, mais ça vient de l'AFDEL. Tout ce que nous vivons, tous ces problèmes de l'Est, c'est l'AFDEL. Il ne faut pas voiler la face. Là, vous étiez quand même clair. Non, et je reviens vers... C'est la raison. Non, pas, vraiment, il n'a pas raison. Et je regrette un peu parce que la première chose, vous savez, nous les Lumumbistes, nous venons d'apprendre certaines choses, c'est-à-dire des stratégies politiques militaires. Si j'étais au moment où Lumumba était encore vivant, il devait être vivant jusqu'aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des moments, quelle stratégie il faut prendre selon les circonstances et les contextes. Ça, peut-être, vous comprenez que ça, à ce côté-là, peut-être vous reprochez le président Laurent Désiré Kabila, et vous ne savez pas comment Ngandou Kisase a été tué. Non, s'il vous plaît, non, ce sont des choses un peu techniques que vous avez oubliées pour dire tout simplement comment il a nommé Kabaré, comment il a nommé le ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire que ça, ce sont des stratégies circonstancielles et des contextes pour au moins se faire s'asseoir et essayer de nettoyer après. Les gens lui ont donné raison après. Et lui-même l'a dit, même le président il a dit non, débarrassez-vous de ces étrangers. Il disait que je sais comment. Et même les amis à moi qui étaient avec moi à Paris, qui l'ont rejoint à Goma, il ne les a pas reçus. Mais entre-temps, il a dit aux autres que laissez-moi, je sais ce que je suis en train de faire. On ne pouvait pas défaire la dictature de Mobutu, ça a une stratégie globale, monsieur mon ami. Monsieur Béli. Une stratégie globale, vous comprenez par là. C'est-à-dire une stratégie globale, ça concerne et l'Afrique centrale et certaines choses qui soutenaient le président Mobutu et la recomposition géopolitique de l'Afrique centrale. Et la rébellion devait être soutenue par, comme on dit, l'Ouganda et le Rwanda. Et ça, c'était une stratégie globale pour défaire la dictature de 32 ans
Mobutu. C'était pas facile de se débarrasser de Mobutu. Mobutu était déjà lâché. Non, s'il vous plaît. Mobutu était déjà lâché par les Américains. Non, ça c'est vraiment une manière un peu... S'il vous plaît, M. Ebeli, je vais vous donner la parole. C'était une manière simpliciste de voir les choses, que Mobutu était déjà fatigué, du soir comme ça. Effectivement, il était malade. Mais Mobutu avait toujours ses réseaux. Il fallait détruire tous ces réseaux. Il fallait quand même qu'il y ait la ceinture régionale. Ouganda, le Rwanda, Burundi. Il faut qu'ils soient impliqués dans la stratégie au moins de détruire la dictature là. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Aucun citoyen à cette époque congolais qui devait venir au Congo sans qu'il y ait l'aide régionale ou sous-régionale. Monsieur. Alors dire que non, parce qu'il était... Comment il pouvait nommer en... Non. Ça c'est... Vous avez parlé de Sankara. Thomas Sankara. Thomas Sankara. Vous savez qu'il a tenu le discours devant Mitterrand. N'est-ce pas? Et après, quels sont les reproches? Même les Africains lui reprochaient, bien qu'il était un patriote, un africaniste. Mais il y a des génies africains qui ont dit non. Voilà. Avec ces gens, il ne faut pas partir comme ça. Il fallait faire ça, 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 ça. Vous avez parlé de Sankara. Il a été tué. Vous parlez de Lumumba, Lumumba a été tué. Vous savez les Ghanéens comment il a été tué, comment il a été tué. Donc il ne faut pas qu'il y ait toujours des martyrs, des nationalistes. Il faut changer de stratégie. Okay. Et quand qui avait reproché à Kalor Désiré quand il avait dit que les gens que je pensais qu'ils sont venus ça et qui c'était des gens là, il les a chassés à la décision car il a vu qu'il a déjà installer ces réseaux militaires sécuritaires propres. C'est génial ça. Merci. Alors, monsieur, comment vous pouvez faire une analyse comme ça? Je veux vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Monsieur Ebeli Popo, c'est raison. Est-ce que dans les contextes qu'il avait nommés, si cela est vrai, James Kabarebe, il n'avait pas le choix? Il avait le choix. Ok. Il avait le choix et j'ai insisté là-dessus parce que c'est pas pour rien qu'on a été désigné ou nommé conseiller économique à la reconstruction. Nous avons participé à certains travaux. Laurent Désiré Kabila, président de la République, paix à son âme, déjà à partir de Goma a été en contact ici. Il était en contact avec certains officiers, des hauts officiers. Et au fait, tout le monde était acquis à cette cause. Mobutu fatigué, ses propres proches étaient déjà à Brazzaville. Je crois une semaine avant. Les gens comme les Nzimbi et les autres étaient déjà partis. Donc la DSP était restée sans personne. C'est pourquoi il n'y a pas eu tir dans la ville. Laurent Désiré Kabila a eu un long entretien avec le Premier ministre, le général Likoulia. Un long entretien. Lui n'était même pas prêt de prendre la présidence. Il n'était même pas prêt. Et c'est là où j'ai rejoint un peu le professeur. Il dit, les gens avec lesquels ils sont en train de venir, le mieux serait que quelqu'un d'autre, un ancien moboutiste, prenne le pouvoir. Il a dit. Je ne mens pas, Likoulia est encore vivant. Moi j'ai fui conseiller de Likoulia à la primature, au culte. Donc, au fait, j'ai dit en âme et conscience que pour certains postes stratégiques et souverains, il pouvait dire non. Il avait cette possibilité de dire non. Et vous pouvez négocier autrement. D'une manière ou d'une autre. C'est pas un petit politicien. C'est quelqu'un qui a été maquisa pendant longtemps. C'était une épine sous les pieds de Mobutu pendant des années. Et lui et Mbumba Nathanaël. Pendant des années. Donc, c'était pas un petit joueur. Ce qui fait que cette erreur-là nous coûte ce qui nous coûte aujourd'hui. Les gens nous ont infiltrés, les gens nous ont pénétrés, les gens connaissent notre secret. À partir de là, donner l'état-major général de nos armées 4 dimensions
à un étranger, ça, il ne faut pas voiler la face. Moi, je ne suis pas fanatique. Donc, c'était une trahison. Moi, j'ai dit, je reste objectif. Je reste analyste, je suis objectif. Une question directe. Quand Laurent Désiré Kabila dit, c'est un testament pour plusieurs, n'ai jamais trahi le Congo. Mais à vous entendre parler, c'est un discours politique. Décision. C'est un discours politique. Je répète ma question. C'est un discours. Je vous réponds en disant c'est un discours politique. Monsieur le professeur Meonga, aujourd'hui, si nous avons l'infiltration, si notre armée est détruite aujourd'hui, ne pensez-vous pas que Laurent Désiré Kabila a aussi sa part de responsabilité? Non, ce que j'ai dit au départ ici, vous m'avez posé, mais je ne pouvais pas, c'était un ami, bon, on se connaît depuis très longtemps, je suis un peu surpris quand il dit qu'il avait d'autres choix à négocier à ce moment-là. Est-ce que vous connaissez les circonstances et les contextes quand Kabila est arrivé ici? Quand il voulait ne pas recevoir notre vieux Tshisekedi, et nous autres, on était là, on savait très bien, on lui dit, même nos amis de Lumumba qui étaient venus de Paris, les autres, ils disent, laissez-moi tranquille, je sais ce que je peux faire. Kisasa a été tué parce qu'il a manqué de stratégie. Ngannou Kisasa a été tué. On devait le tuer déjà à partir de là, les deux. Ok. C'est comme on dit, des stratégies et des stratégies qu'il lui a pu faire pour qu'il soit sauvé pour arriver jusqu'ici. Et c'est génial, ça, on ne peut pas le dire. Bon, peut-être mon ami ne connaissait pas tout ça. Ok. Non, c'était notre frère. Des sangs chauds quand même, on était là toujours. Mais il a été tué pourquoi? Et Kabila, depuis Goma, arrivé jusqu'ici, et régné mais les 2 ans, c'était un stratège terrible, militaire et politique. Et ça, lui, il avait fait un faux pas, il allait être tué. Terminé. Et quels étaient les gens autour de Kabila, le monsieur qui a libéré le Congo? Qui sont ces gens qui étaient là? Militaires. Qui pouvait les sauver par rapport à ce que vous dites que non, monsieur, je ne veux plus de cabaret, monsieur, je ne veux plus de Sakara ou du soit comme ça. Alors que l'aide extérieure pour la libération du Congo, on ne nie pas que ces gens étaient là. Ils savaient que je venais avec des ennemis. Mais il fallait asseoir. C'est une stratégie géniale d'un militaire. Ça, vous ignorez, vous êtes économiste, vous avez dit. Au fond de lui, il voyait que si je ne fais pas ça, je risque de perdre ma vie. Sur ce, j'accepte ces conditions pour que j'arrive à Kinshasa, le temps que je puisse asseoir ma sécurité, je peux me révolter. Je dis seulement pourquoi Kisasa a été tué, parce qu'il a manqué cette stratégie que Laurent Désiré a conçue pour qu'il arrive jusqu'à Kinshasa. Ça, mon ami qui est économiste, je crois qu'il ne connaît pas, pas connaître, mais il ignore ces détails-là. Okay. Parce que quand il dit que non, il ne pouvait pas. Vous l'avez posé une bonne question en disant est-ce qu'il pouvait négocier autrement? Avec qui il pouvait négocier autrement? Avec Kagame? Avec Museveni? Alors que dans leur tête, ils savaient que non, ces gens, ils m'ont aidé parce que Ngannou savait. Ngannou a été sauvé. Ngannou a été tué parce que Ngannou a constaté que les amis qui pouvaient nous aider ont venu pour détruire à partir de Goma tout ce qu'ils ont eu comme butin. Il les ramenait en Rwanda. Il s'est soulevé malheureusement parce qu'ils avaient un objectif de dénaturer la dictature. Malheureusement pour lui. Et lui, il est arrivé à Kinshasa, même quand il est arrivé à Lubumbashi, en signant des contrats là. Est-ce que les contrats les a respectés jusqu'à la fin? Non, mon ami. Pour vous dire que quand Kabila est arrivé ici, il était entouré de ces gens-là. Effectivement, les gens-là venaient, comme ce sont des militaires, ils devaient n'avoir plus de secrets, comme on dit, la dissuasion. Ils n'avaient plus de dissuasion militaire, parce qu'on connaissait déjà tous les sites stratégiques. Mais lui-même savait ce qu'il devait faire. Il l'a fait après. Il l'a déjà chassé. Il avait déjà l'appui de tous les Congolais. Et il avait quand même au moins certains réseaux sécuritaires. Alors professeur Nomba, je termine. Dire publiquement à la télé qu'il a, c'est pourquoi je n'ai pas compris, il a détruit le Congo et qu'il a
Il a trahi le Congo. Ça, c'est inimaginable pour les Congolais. Inimaginable. Même les autorités actuelles qui ont suivi de près lui donnent raison, mais je suis très étonné. C'est la première fois depuis que, jusqu'à 60 ans que j'ai, d'attendre un Congolais dire que Kabila a trahi le Congo. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous expliquer. S'il vous plaît, vous gardez la parole. Je précise ici que vous êtes de l'Union sacrée avec le président Antoine Félix Tshisekedi, mais vous étiez un ancien secrétaire général du parti de Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui professeur d'université, personnalité politique. Par rapport à ce titre-là, on vous a invité aux besoins de l'histoire. Tout à fait. Donc, pour les étudiants qui sont en train de nous suivre, car Kabila, c'est notre héros. Exact. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'accord de l'Émera? Non, cette histoire de l'Émera, c'est encore un débat. Il n'y a rien. Parce qu'il y a beaucoup de gens. On a déjà, c'est un débat historique, un débat ancien. Si de l'accord de l'Émera, on dit que non, il a vendu toute une portion de terre. Non, parce que s'il avait fait ça de la mer, parce qu'il fallait, je n'ai pas si quelqu'un est d'accord de l'Émera ici, s'il avait vendu une portion de terre, les gens, quand il était arrivé ici, et quand ils avaient chassé ces gens-là, on devait faire autre chose, parce qu'ils avaient tous les moyens de le tuer. Mais malheureusement, il était déjà ceinturé. Bon, c'est pour l'accord de l'Émera, je crois qu'il n'y a pas quelque chose de vrai là-bas dedans. C'est la manipulation et autre chose. Mais cet accord n'a jamais existé. Non, ça n'a jamais existé. Ça existait, mais ce n'est pas qu'on a vendu certaines portions de terre, comme les gens voulaient dire. Est-ce que vous avez le contenu? Oui. Moi, je n'ai pas le contenu. Je vous dis qu'il n'y avait pas de vente d'une portion de terre, comme les gens osent le dire publiquement ici. Mais ce qui est très important, vous m'avez demandé, vous avez ça parce que peut-être nous sommes vers la fin de l'émission. J'étais un ancien secrétaire général de PRP et que je suis dans l'Union sacrée. C'est une des causes, une des deux raisons principales, nous les Lumumbistes, de soutenir Félix Tshisekedi parce qu'il a compris qu'il fallait intégrer dans sa gestion gouvernementale certains aspects que Mouzé a fait. C'est pourquoi nous, première chose, c'est ce qu'il voit comme l'esprit d'aimer la patrie. Okay. Et ça, c'est le Lumumbiste ne peut pas lâcher quelqu'un comme ça. Deuxième chose, cet esprit, comme il a dit, stratégiquement, le service national. Nous, les gens qui étaient des Mouzis, on devait, il faut les soutenir. Troisième chose, on ne peut pas comprendre quelqu'un qui est tenté de lutter, parce que je ne sais pas ce que je voulais dire, Kabila, tout ça, le mandat, c'était lutter contre la corruption, et il a dit dans plusieurs discours publics qu'il fallait payer des taxes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de douanes privées qui ont disparu, et nous avons dit, voilà, bravo. Et nous avons dit aussi, la gratuité, parce qu'il l'a dit dans l'enseignement. On a vu que Kabila, pour l'enseignement de base, il fallait faire éduquer ou instruire tous les enfants. Aujourd'hui, tu sais qu'il est en train de le faire. Et nous avons que tous les Lumumbis, le Lumumba l'a prévenu qu'il fallait lutter contre la balkanisation, c'est-à-dire laisser une portion de terre. Aujourd'hui, tu sais qu'il est en train de se battre pour ça. Je ne vois pas plus une raison que les Lumumbis, c'est que nous sommes, on pourrait laisser seul un enfant du pays qui se bat contre la balkanisation. Il faut les soutenir. Alors, merci. Donc, pour dire, je suis un peu surpris. Malheureusement, il fallait peut-être commencer par cette question au début pour qu'on devait donner autant d'arguments que vous les demandez à la fin parce que je suis vraiment éclairé. On a encore quelques minutes. Merci beaucoup. Quelques minutes. Monsieur Bipou, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que il faut pouvoir s'assurer que j'ai tout le manœuvre du pouvoir. Là, je peux me révolter. C'est ce qu'il a fait. Quand il dit c'est un je les ai chassés et or, le Congo congolais, ainsi de suite. Est-ce là, vous ne sentez pas l'homme qui s'est libéré? C'est compliqué. C'est très compliqué parce que il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Okay. Il faut beaucoup réfléchir et prendre parfois certaines choses à distance aussi. Mais quand on se jette, ça prouve pour quelqu'un comme Laurent Désiré Kabila qu'on a réfléchi, qu'on a arrêté toutes les stratégies, qu'on a pesé les pour et les contre, les avantages et les inconvénients. Les Congos,
en ce moment-là, n'avait pas besoin, aucune rébellion, s'il y en avait, n'avait besoin des Rwandais et des Ougandais. Pour nous, c'était des opportunistes. Okay. Parce que ici, l'UDPS avait déjà anéanti Mobutu, localement. L'UDPS a combattu Mobutu pendant des années, et Mobutu était fatigué. Quand Mobutu, le 24 avril, Mobutu a prononcé son discours, Mobutu a pleuré parce que pour lui, c'était fini. Okay. Et pendant ces temps-là, ça ne crépitait pas. Ça ne crépitait pas à l'Est. Donc, l'homme était fini. Et moi, je pense plutôt que les amis ont saisi une occasion pour dire, bon, les plans actuels, l'histoire de M23, je crois que ça date de 1980, 77 et tout ça. C'était un plan dans le tiroir. C'était un plan. Mais ils ont choisi là où il y avait quelque part, il y avait, passez-moi les termes, c'est choquant, mais là où il y avait une faiblesse. Okay. Maintenant, pour nous pénétrer et nous assiéger. Parce que ça date de 97, la situation actuelle. Toutes ces rébellions, quand on parle de CNDP, je ne sais pas quoi, tout ce monde-là, ils sont venus avec qui? RCD, CNDP. Oui, ils sont venus avec qui? Et c'est là où le Rwanda a pris goût, l'Ouganda a pris goût pour entrer, sortir, entrer, sortir, entrer, sortir. Nous parlons là sur le plan géostratégique, mais sur le plan spirituel. Okay. En 1922, en 1944, Kimbangu, dans sa cellule, a reçu, première visite, c'était des prêtres qui sont venus de Kisantu. Deuxième visite, c'était un groupe de la communauté Congo qui est allé lui rendre visite. Et il avait parlé de la gestion de la République démocratique du Congo dans les années à venir. Je parle de 1922 et 1944. Aucun ne pensait encore à l'accession du Congo à l'indépendance. Mais lui, il avait prédit. Il a dit, nous allons accéder à l'indépendance politique, mais après, ça sera une souffrance terrible. Et nous aurons une deuxième indépendance. Et il a parlé également des présidents, ceux qui vont présider notre République. Il a parlé le premier président, il dit il viendra de tel coin. Il a parlé de deuxième président qui viendra de tel coin. Il a parlé de troisième président qui sera assassiné. Il a dit. Et il y a eu perturbation de cette histoire de quatrième président avec Diangenda, qui a été insulté ici à cause de Mobutu, et qui avait dit, Diangenda qui avait dit aux Zaïrois, ah, bozo fingangai, malam. Siko bolingi nani? Ata mutapusu, ata chauffeur. Et Diangenda avait dit, moi na moko ya moke ya koya awa, bokova anembula zomi na mitano, bokoye bepa ya utite. Ça a perturbé la prophétie de 22 et 44. Mais quand vous revenez dans la spiritualité, j'aurai peut-être l'occasion de vous expliquer. Donc l'histoire de notre pays, parce que nous sommes quelque part un peu distraits. Mais ça a été, au fait, ça a été préparé, planifié. Merci. Préparé et planifié. Merci. Alors, sur le plan spirituel. Le professeur Omeonga, j'ai suivi une vidéo du président ougandais qui dit c'était prévisible que Laurent Désiré Kabila allait mourir, que c'était un petit joueur. Hein. Il ne savait pas ce qu'il faisait, le feu qu'il touchait. Il n'est pas la cause de nos malheurs aujourd'hui parce qu'après lui, selon plusieurs sources, il y a eu délige. Les Rwandais ont assiégé notre pays. On a même nommé Bosco Taganda. Il y a eu 4 vice-présidents, ainsi de suite. Est-ce pensez-vous que son fils était resté dans les traces de son... Non, la première chose, donc il y a deux volets dans votre question là, très importants. Premier volet,
Bon, je n'entrerai pas dans les considérations spirituelles. Moi, j'ai beaucoup de réserves à Pakibangu. Mais dans cette parle de spiritualité qu'il a choisi tel, je lui donne raison. Mais la personne Kibangu, je la respecte beaucoup. Deuxième chose, aucun muséiste, aucun lumumbiste qui nie l'effort ou la démystification du régime de Kabila pour les gens de l'UDPS sur le plan interne. Personne ne nie ça. Personne, même Kabila lui-même, il sait très bien qu'avant qu'il arrive ici, Mobutu était démystifié. Alors, je ne sais pas où vous étiez à cette époque-là. Quand Mobutu a dit cette déclaration ou ce discours, il a pleuré là-bas, ça fait combien de temps pour que Kabila Joseph arrive pour faire le coup fatal? Il y avait des conférences sur conférences. Il est parti, Kabila, Mobutu est parti, mais il est resté à Kiwele, chez lui, à l'Équateur là-bas, autant d'années, mais il dirigeait toujours. Et les Congolais souffraient, sérieusement. Et à ce moment, vous savez combien les gens du UDPS qui ont été tués. Alors pour dire tout ça, on ne nie pas l'effort de l'UDPS. Il a démystifié. À ce moment, avec l'UDPS, les gens commençaient à insulter même Kabila, et même, tu sais, Mobutu. Mais les coups de grâce militaires, parce que Mobutu c'était un militaire, il voulait qu'il parte par un coup militaire, un coup de force. Et c'est la raison pour laquelle même les gens, comme vous avez dit, qui les soutenaient, les administrateurs que vous connaissez, attends, on va faire partir Mobutu par les élections. Non, mais combien de conférences? C'est ce que je pensais que mon ami connaissait tout ça, parce qu'il dit, il parle de l'effort des deux, on connaissait tout ça. Et puis, des deux, je ne sais pas, moi je suis vraiment à regret. Quand vous dites que le président Kabila, je n'ai pas compris jusqu'à présent à quelle occasion, à quel moment il a détruit le Congo. À ce moment, je ne comprends pas. Parce qu'on sait très bien quand il est arrivé, et c'est qu'on regrette après, parce que moi, vous m'avez demandé de pouvoir entrer dans le deuxième volet, parce que moi, j'étais dans le PRP. Si nous sommes partis de PRP, c'est parce que il a été mal entouré, le président Joseph Kabila, et nous avons souhaité que certains éléments fondamentaux et idéologiques des musées soient intégrés dans la gestion de son fils. Ce n'était pas le cas. Vous voyez, par exemple, j'ai fait plusieurs émissions. Il nous dit, Kabila, Laurent, il laisse le service national qui pouvait profiter au peuple congolais, mais après l'autre ici, on a fait Mukangalouz. Deuxième chose, à l'époque de Joseph, bien qu'il a fait la démocratie, mais on a vu que la corruption, et il y avait des intouchables. Et on n'a jamais arrêté un ministre, alors que dans l'époque de Laurent Désiré Kabila, on arrêtait des ministres, et actuellement, on arrête des ministres, même on les lâche, mais c'est déjà quelque chose. Voilà. Oui, c'est des choses. Donc, pour dire que dans la gestion de son fils, peut-être chef de son fils lui-même, mais l'entourage lui a mal conseillé d'abandonner certains socles idéologiques des musées qui pouvaient profiter à tout le monde. Est-ce que ce n'est pas son fils qui a amplifié encore la souffrance, l'infiltration dont M. Ebé nous parle ici? Tout à fait. C'est parce que son père avait accepté ces conditions et son fils n'a pas eu le choix peut-être aujourd'hui, le 23, et tout ça, c'est le clan Kabila qui a promis le pays. Vous verrez même sur les clans Kabila, mais c'est ce que je pouvais avoir quelqu'un malheureusement de PRP, de PPRD, c'est ce que je voulais dire tout simplement. Il ne faut pas mélanger les époques et les affaires. Laurent Désiré Kabila, c'est quelqu'un qui on respecte, et vous avez vu l'arrivée populaire et le deuil populaire de quelqu'un que vous dites qu'il a détruit le pays. Si quelqu'un a détruit le pays, on ne pouvait pas le pleurer d'une manière populaire comme ça, on ne veut pas aussi l'accueillir d'une manière populaire. Vous avez vu la mort du président Mobutu, comment ça a été fait. Chaque fois qu'il y a un dictateur qui meurt, vous allez voir comment les gens peuvent pleurer. Mais vous avez vu quand même vous-même, vous étiez ici, comment ça a été une cérémonie populaire quand les étaient décédés. On l'a tué, il a été assassiné. C'est ça, c'est. Alors, pour dire la question, on dit que non. Est-ce que, après sa mort, comment a été géré ce délit? Je dis, non, là, il y a eu beaucoup de problèmes. Non, là, il y a eu des problèmes. À la mort du roi, là, il y a eu des problèmes parce que il y a eu 1+4,
où les gens ont géré les choses, mais après, il y a eu des élections, il faut quand même reconnaître, alors il y a eu des élections, quelles que soient les conditions des élections, 2006, 2018, et son départ, 2011, et son départ, les gens ont applaudi, mais derrière lui, on sait très bien, même s'il y a des accords de M23, on sait très bien, même s'il y avait l'M23 qui était parti, mais on sait très bien que toutes les zones militaires de commandement étaient quand même dirigées par les gens des nationalités douteuses. Là, c'était un cas négatif que je pourrais dire. Mais on ne pourrait pas dire que Kabila, par exemple, sur le plan démocratique, il a amené quand même un plus. Le fait qu'on a organisé les élections, le fait qu'il est pacifique et du soit comme ça. Mais on sait très bien qu'il a détruit le M23, mais ces gens occupaient des zones de commandement militaire alors qu'il fallait le président Félix essayer de sélectionner. C'est ça la difficulté actuelle. Merci, professeur Malonga. Monsieur Belipopo, le professeur a dit quelque chose ici, que Kabila, le fils, n'a pas suivi totalement les traces de son père. Il a fait de bonnes choses, mais peut-être il était mal entouré. Une chose que lui regrette, que la majorité des zones de commandement étaient dirigées par des gens douteuses. Pensez-vous que Kabila le fils, c'est aussi un mal pour le Congo aujourd'hui? Bon, je ne sais pas, bon, c'est vous qui êtes à la commande, c'est vous qui faites la police du débat. Est-ce qu'on peut voir les choses dans ces sens-là? Kabila, le fils, il est là derrière, a fait partie de l'AFDEL. Il était dans l'armée, n'est-ce pas, dans l'armée congolaise. Il a monté la filière. Il est devenu chef d'état-major, je crois, chef d'état-major général. Il a été chef d'état-major général adjoint. Force terrestre. Et il a été dans l'armée de l'AFDEL. Micro. C'est l'armée de l'AFDEL, n'est-ce pas? Donc, il connaissait les hommes sous son père et après la mort de son père. Et la mise en place dans les forces armées, qui le fait? Son père l'a fait quand il était président de la République. Il connaît les gens. Quand il est passé président de la République, il connaissait les gens. Il les a placés. Ce sont les gens de l'AFDEL. Ça, on ne peut pas nier ça. Moi, je ne vois pas comment on peut nier cela. Et on savait que tel est étranger, tel est congolais. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont venus ensemble de là où ils avaient commencé jusqu'à Kinshasa. Ils ont même, ces étrangers, ont même suivi des formations à l'extérieur en ponctuant dans le budget de la RDC. On les a formés pour qu'ils viennent nous diriger. À quelle époque? Hein? C'est l'époque qui demande de faire. De faire le de quelle époque? Donc j'ai dit, il ne faut pas mélanger les époques. Ok. Bon, moi j'ai dit, c'est l'AFDEL. Non, non, non. L'AFDEL. Non, là il mélange les choses. On peut Bon, peut-être. quand il dit AFDEL, quand il voit le fils, il était dans l'AFDEL. Oui. La continuité du pouvoir, il fait la suite de l'AFDEL. Mais c'est ça qu'il ne faut pas faire l'analyse là. Mais son premier grade dans l'armée, il a eu sous quel comment dire, époque. Sous quel régime? Okay. C'est le régime AFDEL. Oui. Son premier grade, Oui. c'est sous le régime AFDEL. Oui. Et c'est seulement après que l'homme va créer un parti politique quand il est devenu président de la République, PPRD, avec 260 fondateurs ou cofondateurs. Oui. C'était après. Mais il était dans quelle tenue quand les jours où on lui a donné le pouvoir? Non, il était dans quelle tenue les jours où on lui passait le pouvoir en tant que président de la République? Ok. Dans une tenue militaire? Non. Okay. Dans une tenue militaire de l'AFDEL. Mais la question que je fais demande, s'il vous plaît, est-ce que quand on lui a fait déjà la tenue du présidentiel, ce qui a suivi, est-ce que tout ce que son père a fait? C'est l'idéologie qui a conduit l'homme.
Ok. L'idéologie AFDEL. Oui, c'est... Le professeur ne pas dans les traces de son père. Il était un peu égaré. Le professeur devient un peu Laurent. Ne dites pas qu'il est... Non, il ne faut pas mélanger les choses. Non. Je vous ai donné les faits, monsieur. Je vais donner les faits. Je crois que j'ai... Il a la parole. Voilà. Au fait, l'homme a eu sa formation dans les maquis, avec son père, dans les maquis. L'homme a fait les combats pendant les 8 mois, il est arrivé à Kinshasa. Il a fait l'armée, n'est-ce pas? De l'AFDEL jusqu'à la mort de son père. Il récupère le pouvoir. Il est sur les chemins même de l'AFDEL. Parce que tous ces mondes-là, tous ces officiers dans l'armée, dans la police, dans les services de renseignement militaire, c'était de l'AFDEL. N'est-ce pas? C'était de l'AFDEL. Il est placé comme il faisait la mise en place comme il voulait. C'est l'armée de l'AFDEL qui nous a dirigés. Merci, monsieur Ebeli. On me fait à la fin. C'est l'armée de l'AFDEL. Dans 45 secondes. Oui. Pour le mot de la fin. Attendez. Professeur Lunga, 45 secondes. Par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, le 17 mai, l'entrée de l'AFDEL, début de l'infiltration ou la libération du Congo? Non, on a libéré le Congo, mais c'est la gestion après qui pose problème. La gestion de cette libération. Okay. Malheureusement, celui qui a fait libérer les Congolais n'a pas eu le temps de gérer comme il voulait. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, les 2 ans qu'il a géré, on a vu les militaires, vous savez, ils touchaient autant. Il n'a rien laissé comme dette à la banque. Je ne sais pas si il était banquier. Il n'a jamais fait avec le Banque mondiale. C'était quand même quelque chose à féliciter. Alors, ce que je voulais dire, c'est que très important, il ne faut pas mélanger les choses. L'AFDEL et Joseph, il était de l'AFDEL, mais là, quand le président, son père, a géré comme président, ce n'est pas la même chose que Joseph a géré comme son père. Nous avons dit que son père voulait la démocratie. Ce côté-là, c'est un point positif pour le fils. Mais maintenant, les restes, comme je vous ai donné, ce qu'il dit au niveau, par exemple, de certaines anti-valeurs. J'ai dit que son père arrêtait les gens, mais de son époque, on n'arrêtait pas les gens. Son père a laissé le service national. Dans son époque, il n'avait pas de service national. Son père a combattu la corruption, tu le sais très bien, et il a arrêté les gens parce qu'on a détourné les deniers publics, mais cette fois-ci, il y avait des intouchables dans ce comme ça. Vous voyez ça? L'école, fondamentalement, son père voulait que tous les étudiants et tous les enfants étudient dans les écoles de base, mais ici, constitutionnellement, il n'avait pas, on n'a pas fait la gratuité et l'autre l'a fait. C'est pourquoi je vous ai dit, en fait, pour terminer, vous m'avez présenté, parce que les gens qui me connaissaient comme secrétaire général PRP et comment je suis maintenant à l'Union sacrée, c'est parce qu'on a trouvé que certains faits qui sont collés aux lumumbistes, qui sont collés à nous autres, parce que je dis lumumbistes parce que Musée aussi c'était un fidèle de Lumumba. Vous voyez ça? Et ces faits-là, on les voit actuellement au président actuel, qui est tenté de se battre pour que ces faits-là soient réalisés, la corruption, contre la balkanisation, la gratuité de l'école et surtout le service national. Merci. Ce sont des faits que le musée Laurent Kabila l'ont fait et nous sommes fiers qu'on voit que le président actuel est en train de faire ça. Merci. Il ne faut pas mêler les époques Merci, professeur Omeonga, monsieur Béli, pour 45 minutes. On retient quoi là? Waouh, 45 minutes, alors là, je reprends. Écoutez, quand on est dans une école politique, on demeure. On reste dans tout ce qui est vision, tout ce qui est ambition et tout ce qui est objectif à atteindre. Le président Joseph Kabila est de l'AFDEL. Il est parti de il fait partie de cette école. C'est comme le président Tshisekedi. Déjà à l'âge de 18 ans, il était dans l'école UDPS. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est aussi sa vision de l'idéal de l'UDPS. Donc, Joseph a grandi auprès de son père dans les maquis. Il sait ce que son père faisait et c'est ce qu'il a quand il est arrivé au pouvoir. Il n'a fait que mettre en exécution ce que son père était en train de lui mettre dans la tête. Donc, la gestion du pouvoir
de Joseph, c'est la gestion du pouvoir de l'AFDEL. C'est ces schémas-là qu'on nous a imposés, qui a fait que la RDC a frôlé la balkanisation, parce que c'est l'AFDEL qui a amené les Rwandais chez nous. C'est l'AFDEL qui a amené les Ougandais chez nous. C'est l'AFDEL. Il n'y a pas autre chose. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, moi, je pense plutôt que aujourd'hui, il y a un effort à faire. Ceux qui avaient affaibli Mobutu et qui ont récupéré le pouvoir, c'est l'UDPS. Il faudra que maintenant, que l'UDPS s'impose et que l'UDPS fasse très attention avec l'union sacrée de la nation. Okay. Parce que je crois que c'est le purgatoire. Les gens viennent là-bas pour se laver et afin de se dédouaner pour dire que non, là maintenant, nous sommes en train de suivre la politique de l'UDPS. Non. L'UDPS, c'est toute une école. C'est toute une école. Nous sommes passés par je pense que non. Voilà. Non, on ne sommes plus dans l'école de l'intégrisme comme ça. Non. J'avais la parole. Non, parce que... Est-ce que je peux finir? Non, mes amis de l'UDPS qui me suivent... Est-ce que je peux finir? Non, il ne faut pas, s'il vous plaît, il ne faut pas donner les tensions que les gens de l'UDPS n'en ont pas. Il ne faut pas dire que est-ce que j'ai droit de faire mes analyses? Mais ça, ce n'est pas bon à la télé. Non. Les gens de l'UDPS, ils ont besoin de travailler avec tout le monde. Les gens qui aiment la République, les gens qui aiment les valeurs républicaines, les gens qui soient comme ça. Les gens qui soutiennent le président. Il ne faut pas faire un peu la séparation. Il ne faut pas séparer les gens comme ça. Les grands problèmes est que c'est l'AFDEL qui a fait qu'on ait aujourd'hui 600 partis politiques qui se constituent en Agence nationale pour emploi. Ces partis politiques n'ont même pas de représentation dans les provinces. Ces partis politiques ne sont là que pour faire la répartition des gâteaux. Il ne faut pas donner des conseils à l'UDPS. Est-ce que je peux Il ne faut pas donner des conseils à l'UDPS. Actuellement, l'UDPS a évolué. L'UDPS a besoin de travailler avec tout le monde. J'ai droit de finir. Ça va finir quand même. Il faudra que l'UDPS fasse très attention. Non, mais il ne faut pas aller dans ce sens-là. Est-ce qu'il peut terminer? Oui, non, les conseils qu'on donne à l'UDPS, ce n'est plus important ces conseils-là. Merci, 5 secondes seulement. Vous terminez. Acceptons d'avoir un seul parti politique. Merci. L'union sacrée de la nation comme parti politique. Arrêtez de faire les agences nationales pour emploi. Non. 600 agences nationales, c'est trop. Dans une logique politique, mon ami, on ne peut pas avoir 600 partis politiques. Non, mais il ne faut pas conseiller comme ça. Il dit un ancien conseiller économique au collège économique. On ne peut pas avoir 600 partis politiques. On n'a plus besoin de tels conseils. En agence nationale pour emploi. Il faut qu'on fasse cohésion. L'université, il est dans l'union sacrée. Le sujet d'aujourd'hui, c'était le 17 mai, l'entrée de l'AFDEL, une libération pour le début de l'occupation. Restez fidèles à nos programmes. Derrière la caméra, monsieur Erika Emmanuel. Et côté son, monsieur Obed, réalisation, monsieur Lazouk, la main ingénieuse et la réalisation. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. La cohésion. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons.